Alors que la période est aux élections municipales en France comme au Québec, je pars à la rencontre d'élus locaux pour les interroger sur leur vie d'élu comme sur leur vie d'avant. Voix d'élu, c'est une série de discussions pour passer de l'autre côté du miroir. Comment devient-on élu local? Que fait un élu au quotidien? Quelles ont été leurs surprises en début de mandat? Quelles sont les qualités nécessaires pour mener les transitions? À l'heure où la politique dégoûte, ennuie ou fascine, ces échanges cherchent à démystifier le quotidien des élus et le chemin pour en arriver là. C'est aussi l'occasion de partager avec sincérité les bons coups comme les mauvais coups, pour celles et ceux qui veulent s'engager. Aujourd'hui, je rencontre Marc Hervé, premier adjoint à la mairie de Rennes, en charge de l'urbanisme notamment. Il a déjà une longue vie d'élu local, ce qui lui permet une prise de hauteur sur l'exercice de ses fonctions, le rapport aux citoyens, bref, sur tout ce qui fait la démocratie à la fois représentative et participative à son plus petit échelon, cet échelon local qui nous préoccupe. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'un élu ne sera jamais assez expert d'un sujet, jamais assez légitime à décider, jamais assez consensuel. Et c'est pas vraiment un problème, c'est même sa qualité d'être une forme de médecin généraliste de la ville, de l'urbain ou du local. Un médecin qui sait s'orienter vers tel ou tel spécialiste pour éclairer son diagnostic. L'élu n'est pas nécessairement le meilleur d'entre nous. Il est celui qu'on choisit pour trancher à notre place, avec des connaissances partielles, qu'il se doit tout de même évidemment d'élargir au maximum avec la nécessité d'être curieux au quotidien et puis ce besoin d'arbitrer entre des intérêts forcément contradictoires. En revanche, ce qu'on peut exiger d'un élu, ce qu'on doit aujourd'hui finalement exiger d'un élu local, c'est qu'il fasse le lien entre des actions publiques souvent éparpillées dans le temps et dans l'espace, qu'il porte un récit cohérent, une vision globale pour donner du sens aux mutations de la ville. Et on sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles vont se multiplier. Je crois que c'est aujourd'hui fondamental et c'est très loin d'être évident, vous verrez. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue dans notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos publications sur notre site Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a pas voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Marc Hervé, bonjour. Marc, tu es aujourd'hui premier adjoint à la maire, délégué à l'urbanisme de la ville de Rennes. J'allais dire évidemment, mais c'est pas du tout évident. Conseiller communautaire à la métropole. Sur les questions de forme urbaine, on va retrouver nos sujets de préoccupation. De mémoire, c'est ton troisième mandat municipal. Tu vas pouvoir nous raconter ça et les évolutions, mais tu s'ajoutes à ces fonctions-là qui doivent déjà être relativement prenantes. Un mandat départemental, peut-être plus sur les questions d'enseignement et de fonds européens, mais tu vas pouvoir peut-être nous raconter ça. Mais est-ce que justement, on pourrait commencer par ça, c'est-à-dire un peu ta vie avant d'être élu et puis comment tu en es arrivé là? Comment tu t'es lancé ou tu as été lancé dans cette aventure? Bon, et donc je me retrouve en décembre 2006, lauréat du concours d'attaché territorial. Je deviens fonctionnaire, recruté au Conseil régional de Bretagne et ce qui est l'entrée dans la vie active avec un champ réduit, mais c'est normal, de responsabilité et de dossier m'invite à avoir une vie militante peut-être plus approfondie pour continuer d'embrasser toutes les grandes questions qui font la société, qui aiguisent ma curiosité. Et donc je deviens militant socialiste partir des années 2006-2007.
avec une échéance qui va arriver assez vite, qui est l'élection municipale. Alors pourquoi je deviens socialiste? Parce que je suis rennais et depuis 77, le Parti socialiste est aux manettes de la ville de Rennes avec des grands débats qui se sont posés, notamment dans les années 90, autour de la présence du métro. Et donc ces grands débats-là, entre autres, mais aussi du modèle urbain, m'ont toujours intéressé. Puis je trouvais que la capacité du Parti socialiste d'être dans le dire et le faire en aller-retour permanent était très intéressante. Donc je milite et je deviens élu assez vite en 2008. J'ai 25 ans et Daniel Delaveau, qui est tête de liste à l'époque, me fait confiance en m'intégrant dans la liste et me demande sur un premier mandat d'assumer ce qu'on appelle des mandats d'élus de quartier. Élu de quartier, c'est l'ensemble des attributions d'une ville sur un quartier. Donc la ville de Rennes est découpée en 12 quartiers. Et donc je deviens élu à ce moment-là, en plus de mon activité professionnelle au Conseil régional de Bretagne autour des finances publiques. Et donc jusqu'en 2011, je vais être à la fois élu à la ville de quartier avec des fonctions aussi autour de l'eau et de l'assainissement et fonctionnaire territorial à la région. Je veux bien qu'on parle de ce moment, en fait, du début du premier mandat, du commencement du premier mandat. C'est un changement de posture, un changement de relation. On découvre, alors un quartier peut-être. C'est quoi enfin, si tu te souviens, mais les surprises qu'on a à ce moment-là, les choses auxquelles tu ne t'attendais pas et qui te surprennent? Ce qui est le plus déstabilisant, qui plus est pour un jeune élu, j'ai 25 ans moi quand je deviens élu, c'est la présomption de compétence, si je puis appeler cela comme cela. C'est-à-dire que l'administration attend quasiment du jour au lendemain des réponses à des questions qui sont parfois assez pointues et elle attend des réponses qui soient claires, tranchées pour continuer à produire ce qu'est l'action publique locale parce que il faut pouvoir faire des choix budgétaires, faire des choix de prestataires, aller au-devant des citoyens. Et donc, il y a un certain nombre de décisions qui sont à prendre par l'échelon politique. C'est comme ça que sont organisées nos collectivités. L'administration conseille, produit un certain nombre de données, exécute, mais la décision, elle est politique dans l'organisation. Et donc, on est 25 ans, 35 ans, qu'on soit tout jeune élu ou qu'on ait 30 ans de carrière politique, il faut, au lendemain d'une élection sur laquelle on a gagné avec les délégations qui nous ont été confiées par le maire, décider. Et donc, certainement que la plus grande des surprises, c'est cette relation à l'administration où on attend de nous, ce qui est pleinement respectueuse de l'administration vis-à-vis de l'échelon politique, une décision. Alors, ils le font avec beaucoup de bienveillance, mais autant quand on est élu de quartier, on reste sur des sujets assez généralistes. J'avais par ailleurs la délégation à l'eau et l'assainissement, c'est beaucoup plus technique. Oui, là, c'est autre Et chose, donc là. étant formé à Sciences Po et aux finances publiques locales, la question de l'eau et de l'assainissement n'était pas la question que j'avais le plus investiguée. Donc il m'a fallu quelques temps d'adaptation aux terminologies, à une forme de langue étrangère de ce qu'est l'administration sur ces politiques publiques-là. Et c'est vrai que dans ce moment-là, Google est certainement le meilleur ami parce qu'il faut à la fois pouvoir comprendre ce qu'on nous indique et puis gagner en crédibilité pour un jeune élu face à l'administration. Donc, il faut aussi se faire sa propre opinion, sa propre culture autour des problématiques qui nous sont posées par l'administration. Donc, ça, c'est certainement du jour au lendemain le fait de passer aux responsabilités et comment rapide et parfois un peu brutal. Si on revient aujourd'hui, avec un troisième mandat en cours, enfin d'ailleurs, en fin de mandat municipal, cette question justement de l'appropriation des compétences nouvelles, finalement une entrée dans le métier où on ne demande pas à l'élu d'être expert, mais à minima de comprendre le sujet de conversation, qui pose un enjeu de légitimité. Ça demande quoi comme qualité, en fait, pour être élu? Alors, on demande d'avoir aussi une forme de lucidité pour que l'élu ne soit pas l'expert ou le chef de service. Ça, je pense que c'est parfois la difficulté du bon positionnement entre ce qu'est un élu
et ce qu'est un directeur ou directeur général dans une administration. Chacun a son rôle et l'élu n'est pas celui qui manage les équipes, c'est pas un chef de service ou un manager. Et donc je pense que le plus complexe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation à être élu et que chacun va l'interpréter un peu selon son propre parcours, selon l'environnement dans lequel il est. Et on a cette chance à la ville de Rennes d'avoir une forme de continuité politique qui fait que ce temps de formation des jeunes élus, malgré tout, il est entouré de la présence des autres élus dans lesquels des continuités se sont installées, d'un cabinet autour de la maire de Rennes qui est aussi présent. Donc on doit devoir entretenir ça. Mais il ne faut pas que l'élu devienne un chef de service. Pour autant, l'élu, il doit comprendre ce qu'on lui indique et il est là pour transformer ce que sont des convictions, ce qu'est un programme adopté par une population, il a transformé en actions concrètes où tous les jours, quand vous êtes adjoint à l'urbanisme, vous êtes amené à prendre des décisions et à mener un certain nombre de projets. Et donc, on doit pouvoir à la fois comprendre, mais à la fois rester à sa place de décideur en lien avec l'administration. Et certainement que plus complexe et plus long est construire cette relation de confiance avec l'administration qui, dans sa carrière, les administratifs voient passer un certain nombre d'élus. Et il faut pouvoir entretenir ce lien de confiance parce que c'est bien le couple entre le politique et l'administratif qui va faire fonctionner l'action publique au local. Alors, le couple politique administratif et puis le fonctionnement interne de la sphère politique, tu commençais à aborder dans une logique de formation collective, de passage de relais aussi, la présence d'autres élus. Alors, les autres élus, ils sont aussi, une fois installés dans un collectif, ils n'ont pas tous le même rôle, pas tous la même légitimité politique non plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens justement de cette capacité à travailler ensemble et des difficultés qu'il y a à travailler ensemble quand on est élu, y compris dans le huis clos de réunions municipales, de réunions de majorité, parfois dans des dialogues qui peuvent être complexes nécessairement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à faire que ça marche, à la fois qu'on s'en sorte soi-même, mais aussi que la machine collective prend? C'est vraiment cette alchimie dans la constitution de ce qui est d'abord une liste, parce que les élus sont issus d'une liste, voire de plusieurs listes au deuxième tour quand il y a des enjeux de fusion. Et la composition d'une liste, elle doit être très équilibrée, précisément entre ceux qui ont une certaine expérience, puis d'autres qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui vont être jeunes en politique ou en expérience politique, qui vont apporter un regard neuf, qui doivent aussi trouver leur place. Et donc, cette alchimie, elle est aussi liée à la manière dont on va organiser des cadres pour que cette alchimie ait lieu. Peut-être que dans l'époque actuelle, ce qui est le plus complexe, c'est que la formation politique, elle avait lieu dans les partis politiques. Historiquement, aujourd'hui, la société est beaucoup moins structurée, plus liquide, et donc on vient à la politique parfois sans vie partisane, militante, parce que on a un combat propre sur tel ou tel enjeu, et puis on s'intéresse à ce qu'est l'échéance à venir, et on s'inscrit dans une dynamique collective, mais sans forcément 10 ans de militantisme derrière soi qui amène à ce qu'on passe du militant à l'élu. C'était peut-être plus formaté et structuré avant, qui plus est dans un parti comme le nôtre, le Parti socialiste, où ça a fait partie la manière dont on y fonctionnait, que de pouvoir former les militants pour ensuite assumer des responsabilités. Et donc peut-être que ce travail de formation, il a lieu dorénavant dans les moments d'installation du mandat. Et je sais que le début du mandat prochain de 2026 sera un moment de formation aussi des élus à l'interne de la collectivité pour bien faire comprendre ce qu'est le positionnement d'un élu, ce qui est attendu d'un élu, la manière dont on représente la collectivité, la manière dont les séances du débat conseil municipal se passent, dont les groupes de travail s'organisent au sein de la municipalité. C'est peut-être ça qui a changé, c'est que on vient peut-être plus facilement à la politique aujourd'hui, au moins à l'échelon local et sans bagage formalisé ou particulier avant de rentrer dans cette vie politique. C'est tout l'intérêt de la démocratisation
de l'accès à la vie politique. C'est heureux, mais par contre, ça exige une fois en responsabilité d'organiser les choses pour que ces cadres collectifs puissent être totalement intégrés parce que malheureusement, on a aussi du personnel politique qui ne rentre pas dans ce cadre collectif, n'ayant pas eu l'histoire de cela, et ça peut donner ce qu'on peut appeler des électrons libres qui vont peu se fondre dans le collectif. Chacun doit garder son métier, mais il est bien entendu que quand vous êtes en responsabilité politique, l'importance du groupe, qui plus est sur des scrutins de liste, est éminemment importante pour durer pendant tout un mandat qui fait 6 ans et devant lesquels vous pouvez être confronté à des crises. On n'en a pas manqué sur ce mandat-là, Oui. notamment, et il faut que l'équipe soit solide dans ce moment-là. Oui, il y a un test, oui, il y a des enjeux individuels, un enjeu de montée en compétences, rentrer dans l'habit, hein, être légitime et être compétent, mais aussi arriver à le faire collectivement pour Et je dirais après tenir. la relation aux habitants. Bah, C'est ce qui peut être très perturbant pour un élu, un jeune élu, c'est qu'il devient élu. Et donc, à partir de ce moment-là, il rentre dans la sphère politique avec ce que sont les avantages ou les inconvénients de cette sphère politique telle qu'elle est perçue par la population. Bah, je veux bien qu'on en parle, c'était ma question suivante, c'est, voilà, à la fois qu'est-ce que tu retiens toi dans cette relation citoyenne et quelque part, profitons de ce recul que tu as, des évolutions dans la relation aux citoyens, au-delà de la place des réseaux sociaux, hein, on est sur des relations qui évoluent, cette fluidité, elle a aussi d'autres impacts positifs et négatifs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retiens? Et peut-être, qu'on se dise aussi ce que tu as retenu comme leçon, comme apprentissage, un peu les bons coups et les mauvais coups, ce que tu referas plus tard, plus tôt, parce que tu savais pas, est-ce que tu referas jamais parce que tu savais pas non plus? Alors, sûrement que les grandes évolutions de ce que moi j'ai connu, hein, de 2008 jusqu'à aujourd'hui 2025, ce qui est une petite période à l'échelle de l'histoire Bien sûr. politique de nos villes ou de notre pays. Pour autant, on ne fait pas de la politique en 2025 comme on en faisait en 2008. Et notamment dans le rapport aux concitoyens. Objectivement, il y avait une forme de verticalité qui pouvait être bien plus forte par le passé dans la manière dont l'action politique se faisait. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une quête de l'horizontalité, quête qui parfois peut aller trop loin aussi. C'est-à-dire que la décision politique, elle peut pas être l'agrégat ou la somme des expressions des uns ou des autres dans la population. Il lui faut donner une cohérence, il faut coordonner que sont l'ensemble des décisions prises à l'échelle d'une collectivité. Donc, il doit y avoir une dimension participative et certainement que le rôle de l'élu est bien plus d'être celui d'un animateur qu'il n'a été par le passé, de la sphère sociale, des citoyens et la manière dont ça doit fonctionner. Et pour autant, il doit rester aussi militant, pleinement convaincu de ses convictions. C'est lié au programme et au contrat qu'il a signé avec les Rennais au moment ou des électeurs plus généralement au moment de l'élection. Et donc, l'horizontalité est plus forte aujourd'hui. La demande de participation des citoyens est plus forte aujourd'hui, mais ça doit aussi être rendu compatible avec ce que sont les enjeux de la démocratie représentative. Pourquoi? Parce que, par exemple, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, si vous allez en réunion publique, le format de la réunion publique a beaucoup de biais sociologiques. Et donc, quand vous rencontrez une population sur un sujet urbain particulier, vous pouvez avoir face à vous, certes, des citoyens, mais des citoyens qui sont aussi des riverains. Et la grande différence entre le citoyen et le riverain, ça va être la même personne, mais c'est la relation à l'intérêt particulier qui, plus vous approchez le projet urbain, plus l'intérêt particulier, c'est normal et légitime, prend le dessus. Et donc, quand vous êtes élu, vous devez comprendre que l'assistance qui est face à vous, elle a aussi un intérêt particulier propre à dire ce qu'elle va dire, à défendre ce qu'elle a à défendre, et que l'élu doit être en permanence sachant de ce qu'est l'assistance qu'il a face à lui, pour ne pas seulement être le porte-parole de la population, mais aussi le défenseur d'idéaux, de convictions. Et de l'intérêt général donc, c'est ce qui est Et une de posture. l'intérêt général derrière sur des réunions de ce type-là. Et donc l'horizontalité là-dessus, elle suffit pas tout le temps, quoi. Il faut aussi pouvoir dire pourquoi on fait les choses et garder
un logiciel qui soit relativement structuré parce que effectivement, il y a de nombreuses réunions, de nombreux conflits qui peuvent s'ouvrir avec les concitoyens. Il faut prendre cette conflictualité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'expression d'intérêts contradictoires, mais qui a vocation à être dépassée, permettre à ce que les élus prennent des décisions au nom de l'intérêt général. C'est pas simple à vivre non plus, personnellement. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des et dans cette évolution, est-ce que toi, dans cet apprentissage finalement, hem, C'est de ceci particulier d'avoir eu un père qui a été maire de Rennes de 77 à 2008 et je le disais, Rennes, dans ces périodes-là, a connu des grands débats et notamment celui du métro. Mmh. C'est pas un débat facile, quoi. Objectivement, quand on se remémore ce qu'a été le niveau d'intensité, on dit que la vie politique est pas facile aujourd'hui. Sincèrement, à l'époque, à Rennes, elle n'était pas plus facile. Et quand on a des grands débats comme ceux-là et qu'on a une idée et un projet à défendre, moi, j'étais dans ma jeunesse assez marqué du fait que si on avait écouté celles et ceux qui avaient accès à la parole publique, accès à la parole médiatique et seulement et exclusivement ces personnes-là, on n'aurait jamais fait le métro à Rennes. Donc cet exemple-là, moi, je l'ai toujours en toile de fond de mon engagement, en étant toujours très attentif à ce que l'expression des uns et des autres soit toujours légitime, possible, de m'en nourrir objectivement et de faire en sorte que l'action publique s'en nourrisse, mais de jamais perdre le fil par rapport à ce qu'est l'idéal ou l'envie de faire. Et il y a donc une tension intérêt général, intérêt particulier, mais il y Ouais. a aussi une tension entre le quotidien et le futur quelque part. Il y a une tension entre le court terme et le long terme avec, cette forme de schizophrénie de l'élu, c'est-à-dire qu'il doit à la fois vivre et porter, un 2050 qui est un sujet de conversation assez courant, dans les couloirs Mmh. de la métropole, à Rennes comme ailleurs, hein. C'est une unité de temps, qu'on fréquente, au quotidien quelque part et en même temps un quotidien de citoyen, pour lequel des travaux qui s'achèvent en 2028, c'est le bout du monde, c'est complètement, inentendable. Comment est-ce qu'aujourd'hui, enfin, notamment parce que tu travailles, enfin c'est pas un travail, tu es en charge notamment des projets urbains, de l'urbanisme et cetera, donc du temps long nécessairement. Comment dans le dialogue citoyen, on arrive à faire passer ça quelque part d'une façon ou d'une autre ou à faire comprendre plutôt? Alors c'est un travail de pédagogie et certainement qu'on a besoin aussi dans notre action publique de moments symboliques qui peuvent paraître désuets, mais la délibération au conseil municipal, la première pierre, la livraison, l'inauguration, c'est pas juste des moments où on se fait plaisir et où on se satisfait d'avoir accompli quelque chose, mais ce sont des éléments qui vont permettre de faire récit et je pense qu'il faut qu'on soit attentif à cette question du récit. Aujourd'hui, on peut avoir une population qui, à l'échelle de la France, manque de ce projet ou de récit. Je sais pas très bien où, le territoire, va. Je pense que dans nos collectivités, on a cette capacité à chaque fois qu'on peut avoir une parole publique vis-à-vis des concitoyens, de montrer aux habitants ce qu'est l'enchaînement, des différentes alors livraisons en termes d'urbanisme. Tous les mois, on livre, un immeuble ou des logements et il faut, se saisir de ces moments-là pour expliquer pourquoi, la livraison de telle clé, d'un logement à tel, habitant est un moment important parce que, cela participe, d'une aventure, commune, avec un cap qui est fixé, tous les 6 ans au moment de l'élection. Et moi, je suis très attentif, on dit beaucoup des élus qu'ils doivent être des élus de terrain, faisceaux, il faut aussi qu'on ait en permanence, en tête ce qu'est, le discours et le dire et je pense que, quand on arrive à conjuguer le dire et le faire, c'est ce qui permet assez régulièrement à la population de prendre des exemples. On est une échelle de collectivité, ville ou métropole où malgré tout, il sera fait beaucoup de choses, même si le temps est long, effectivement, notamment en urbanisme, entre la création d'une zone d'aménagement concerté, la livraison du premier logement, il peut y avoir 6 7 ans, hein, des fois. Mais pour autant, il y a d'autres actes dans la ville, dans le territoire, qui peuvent être les lieux de l'illustration pour que l'habitant comprenne. Et je pense que ça, c'est notre sujet à nous, de guider aussi le concitoyen ou l'habitant sur des lieux qui ne sont pas en pleine proximité, mais il va pouvoir se projeter facilement sur ce que sera l'opération à côté de chez lui. Donc,
donne beaucoup de place et on donne beaucoup de place. On a cette chance, encore une fois, d'avoir une continuité assez forte à Rennes depuis 77 au récit politique sur comment est-ce qu'on va avancer vers 2050. Alors, c'est vrai que 2050, c'est l'année de la neutralité carbone. Donc, à partir de là, c'est ce qui embarque tout le reste dans nos prospectives, qu'elles soient nationales ou territoriales. Et donc, cette année 2050, elle est un terme pour ce qui nous concerne, étant très intéressé à cette question de neutralité carbone, de transition carbone. On a ce cap qui est fixé, qui permet de guider, d'avancer à la population. Donc, c'est important d'avoir un projet politique, d'avoir un récit politique pour son territoire et de ne pas s'en tenir à l'adjonction ou l'addition des projets les uns à côté des autres. Et il faut qu'on puisse, en tant que politique, et c'est notre rôle, faire récit, expliquer aux habitants pourquoi est-ce qu'on avance dans tel ou tel. Mais le projet, et ce que j'entends, le projet et l'acte concret vient illustrer finalement Oui. le récit qui Le prend dire forme, et le faire, qui c'était prend quelque chose forme de réelle. Et, voilà. grand. Et le micro nous parle du macro et l'occasion, l'occasion de parler du macro. On va voir quand même, là, enfin, tu le disais tout à l'heure, le mandat n'a pas manqué de crise. Il s'est par ailleurs ouvert sur un entre-deux-tours qui était un entre-deux-tours de crise, de confinement et de pandémie mondiale. Et si on sort de la métropole de Rennes, qui est elle aussi concernée, on a à la fois cette question des crises et de toute façon un récit des transitions à mener, qui touche le quotidien des Français, le quotidien des habitants, et qui est nécessairement une forme de bouleversement du quotidien. Un récit de changement dont on espère qu'il est positif, mais qui est quand même un récit un peu compliqué à raconter, parce qu'on a besoin de faire un récit politique de bouleversement du quotidien. Oui. Alors, si tu avais la réponse, je pense que tu serais Premier ministre d'ores et déjà. Ça tombe bien, on en manque. Mais pour essayer d'avancer sur ce truc-là, comment est-ce qu'on arrive à faire un récit politique d'un bouleversement de quotidien, alors que très légitimement, il y a une peur. Il y a une peur des changements parce qu'ils peuvent être négatifs pour la population. Oui, c'est toute la difficulté de la transition écologique telle que on la vit dans des territoires, c'est que l'argument de la sobriété peut vite être retourné comme un argument ou un récit qui soit celui de l'écologie punitive telle qu'elle est relevée par un certain nombre d'acteurs politiques qui n'ont pas franchement envie d'œuvrer pour cette transition écologique. À titre personnel, je pense essentiel, ce sont les générations à venir en France, et qu'il faut qu'on arrive à prouver que cette sobriété peut être aussi un levier majeur de bien-être dans ce que sont nos sociétés, avec un cadre de vie qui soit pleinement adapté à ces enjeux-là. Donc, il faut parler concrètement aux uns et aux autres. Je sais qu'on mobilise souvent les questions de végétalisation. C'est peut-être dans ce que sont les questions de transition écologique, les questions qui sont aujourd'hui les mieux comprises parce qu'elles sont l'objet d'une vraie expérience sensorielle. C'est-à-dire qu'on vit les uns et les autres la chaleur. Et donc, quand on évoque ces questions de végétalisation, on arrive à toucher très rapidement et concrètement les gens pour dire pourquoi une stratégie de végétalisation est importante. Et donc, quand vous tirez cette question de la végétalisation, vous tirez la question aussi de la présence au sol. Et donc, quand on est sur ces questions de présence au sol, on est sur les questions d'urbanisme et où est-ce qu'on met les constructions. Et donc, on voit que quand le point de départ est communément admis, on arrive à tirer la pelote de politique publique qui peut être plus compliquée à admettre. On a un modèle urbain particulier à Rennes, notamment de la ville archipel, qui précisément pose la question des sols. C'est-à-dire que 78% de la surface métropolitaine est consacrée à des espaces agronaturels. Et notre stratégie urbaine est faite pour consacrer ces 78% de sols agronaturels et pouvoir les garder. Et donc, quand vous commencez à expliquer un projet urbain par cette donnée-là, vous embarquez assez facilement la population en leur disant
on n'ira pas construire de logements ou d'immeubles dans la ceinture verte parce qu'on a envie de garder cette capacité à accéder au végétal, au naturel. Et donc, une partie de la population qui pouvait être contre tel ou tel lieu de densification ou tel projet de densification de la ville ou de renouvellement de la ville sur elle-même comprend assez vite que si on veut garder cette qualité du cadre de vie qui permet de sortir très vite de la ville à Rennes constituée pour arriver dans des espaces de pleine campagne, il faut accepter aussi qu'il y ait des lieux qui évoluent. Et donc, tout est question, encore une fois, de récit et de montrer qu'il y a un continuum entre la végétalisation que l'on souhaite et la réalité de tel ou tel projet. Mais c'est vrai pour les mobilités, c'est-à-dire plus on aura des mobilités qui se feront par transport en commun, plus on pourra libérer de place pour d'autres usages sur l'espace public et plus cet espace public sera apaisé et plutôt bien vécu. Donc je pense qu'il faut parler toujours très concrètement des habitants, de ce qu'ils ressentent dans leur manière de vivre pour qu'ils soient embarqués aussi et qu'ils comprennent pourquoi un immeuble sera à 10 ou 15 étages et pas l'adjonction d'hectares de maisons individuelles qui peuvent avoir leur intérêt, mais qui ne répondent pas à cette envie globale d'un cadre de vie qui soit plus apaisé, végétalisé. Parce que si vous travaillez la question des sols, la question de la hauteur, entre autres, je sais qu'elle fait parfois débat, mais la hauteur peut être une des solutions dans le panel. Donc il faut à chaque fois faire effectivement ce lien permanent entre l'expérience de l'individu et en même temps la stratégie urbaine d'une collectivité, alors pour Rennes de 480 000 habitants à l'échelle métropolitaine, et avoir cette capacité en tant qu'élu de relier les projets les uns aux autres et les relier à une envie qui est consensuelle, elle. J'ai connu d'habitants me disant qu'ils souhaitaient moins de nature dans la ville ou dans le territoire. Oui, donc commencer le récit par la base, et là on a un socle qui est le sol, le végétal, etc. Et puis progressivement expliquer le pourquoi, mettre en cohérence les actes. Et le récit sert à ça. Vous voyez des actes ponctuels, mais tout ça rentre dans une vision, un schéma cohérent. Et assumer une part de conflictualité. Il faut que le politique assume qu'il y ait de la conflictualité dans l'action. Mais c'est pas justement, c'est intéressant, c'est comment, et puis si on se projette dans les un peu les savoir-faire nécessaires, les qualités nécessaires aux élus locaux de demain, il y a à la fois cette question de la pédagogie, expliquer les bouleversements nécessaires, en quoi ils sont nécessaires mais surtout souhaitables, mais aussi derrière accepter de trancher. Il y a nécessairement la sobriété, c'est des choix. C'est les choix de renoncer à certaines choses. Pour l'essentiel au superflu, mais quoi qu'il en soit, il y a des choix à faire. Donc, comment est-ce qu'on assume un peu ces deux pans? Pédagogue le matin, décideur l'après-midi. Et puis si on se projette, c'est quoi les qualités d'élu local pour les décennies qui viennent? Je pense que l'élu local est le dernier à devoir cultiver une culture générale. Aujourd'hui, on a une société d'experts, chacun est en silo avec ses propres spécialités. Je pense que le travail d'abord, ou la qualité d'abord d'un élu, c'est d'avoir cette culture générale et d'avoir peut-être dans un pays qui est fragmenté, comme on n'arrive pas à définir un projet commun, mais certainement que la première des missions d'un élu, c'est de cultiver cette capacité à rassembler, à essayer de donner un peu de cohérence au corps social. Mais encore une fois, effectivement, sans renier ce que sont des convictions, parce qu'on est à un moment de choix important. Mais il faut qu'on trouve les bons mots dans la manière dont on exprime les choses et il ne faut pas chercher le conflit pour le conflit, parce que le conflit il est légitime, il faut l'expliquer que les intérêts sont forcément contradictoires entre l'habitant qui va arriver et l'habitant existant, qui n'ont pas les mêmes attentes certainement, notamment sur la confrontation entre l'immeuble nouveau qui va héberger le nouvel habitant et l'habitant peut-être en pavillon à côté, parce que ce sont des situations qu'on retrouve assez régulièrement et ils n'ont pas le même intérêt à première vue. Et pour autant,
l'élu va être celui qui va devoir expliquer que, en fait, on va faire société ensemble et on va essayer de vivre ensemble parce que se joue la même chose entre celui qui est pour et contre et qu'il va falloir qu'on puisse cheminer ensemble parce que ce qui fait la nation, c'est aussi une communauté de destin, quoi. Et aujourd'hui, elle n'existe plus forcément à notre échelle nationale. France est à la croisée des chemins. Il va falloir très certainement qu'on arrête un projet qu'on n'a pas vraiment arrêté dans les dernières échéances. On a la chance dans nos territoires, par contre, d'avoir un chemin qui est tracé et sur lequel moi, j'assume, enfin, à titre individuel, le conflit n'est pas une difficulté. Je le vis jamais comme un sujet personnel. Je me dis jamais le concitoyen qui critique l'action politique est un concitoyen qui s'en prend à Marc Hervé. Je me vis toujours en tant qu'élu à l'urbanisme qui défend une position et je fais toujours la part des choses entre ce qu'est la critique politique, citoyenne, et ce qu'est la critique personnelle. Je mélange jamais ce qui est de l'ordre de la personne et de mon caractère avec ce qui est de l'ordre de la décision politique. On vit beaucoup de réunions publiques, on est pris à partie parfois. Il y a aussi des fois où les gens sont contents, et plus rare, mais ça arrive aussi. Mais je sors jamais d'une réunion totalement démoralisé en me disant que les uns ou les autres m'en veulent à titre personnel, quoi. Et je pense que une des qualités d'un élu, c'est aussi garder une forme de distance par rapport à ce qu'est l'exercice d'une responsabilité. Il faut que chaque élu puisse trouver le sommeil, durer dans le temps aussi, et ne pas surinvestir ce que peuvent être des temps de débat qui peuvent être vécus de manière douloureuse par les élus, c'est normal, mais certainement qu'il faut avoir une forme d'équilibre aussi personnel. Il faut garder une vie personnelle, familiale sûre, et les rencontres avec les amis et des choses extérieures à la vie politique. Parce que si la vie n'est que 100% politique, je pense que ça pose quelques problèmes d'équilibre dans cette relation à la décision et à la conflictualité qui est vraiment permanente dans les métiers, enfin, les responsabilités qui sont les nôtres. Oui, ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident, il faut Non. trouver et apprendre finalement aussi ça, à trouver l'équilibre pour durer, en tout cas durer sainement, garder l'envie et l'énergie aussi. J'ai l'impression qu'après 3 mandats, c'est encore ton cas, mais peut-être aussi une énergie ou une envie pour autre chose. Est-ce que par rapport aux prochaines échéances, il y a une envie pour toi de continuer ou Oui, plus oui, oui. exactement de se relancer? Je ne sais pas si c'est une continuité ou une nouvelle Alors, étape, il y quoi a il qu'il y en a soit. effectivement tout un travail et on va rentrer dans ce travail-là parce que le projet qu'on va présenter est à la fois un projet de continuité. On parlait d'urbanisme, on n'arrête pas une ville sur 6 ans. Il y a eu un avant, il y a eu un après et puis, celui qui est en charge de l'urbanisme, il vit au présent, mais dans un dialogue permanent entre le passé et le futur et il est un des jalons de cette histoire-là et donc le temps long, est une donnée importante. Par contre, on va avoir vocation à régénérer certainement, ce que sont, les manières de faire, avec la population, les manières de penser tel ou tel projet et c'est tout l'intérêt des mois qui viennent parce qu'on va aller à la rencontre des habitants. Pour ce qui me concerne, j'ai envie de continuer, à travailler au sein de ce collectif pour proposer, à nos concitoyens, un projet politique qui, soit de qualité. Et donc, on va ouvrir ce temps de campagne avec, effectivement la rencontre des habitants, pas sur un projet précis, mais sur le programme municipal qui intéresse autant des questions, d'équipement que d'action sociale, que de politique culturelle, sportive, d'éducation. Enfin, il y a beaucoup de champs qui vont être explorés et ça va être un temps qui est toujours d'un point de vue intellectuel. C'est peut-être ce qui, moi, m'intéresse le plus dans le travail des mois à venir est très riche pour comprendre comment est-ce qu'on va arriver ensemble à 225 000 habitants à Rennes, à 480 000 à l'échelle de la métropole, à réussir des défis qui sont majeurs pour le 21e siècle. C'est quand même intellectuellement très réjouissant que de pouvoir participer à la fois à l'écriture du projet, à la dynamique de campagne, aux rencontres et à l'explicitation de ce projet vis-à-vis des concitoyens et à ce qu'il y ait une compétition, parce qu'on prend aussi comme ça quand on fait de la politique,
il y a l'exercice du pouvoir et puis il y a la conquête du pouvoir. C'est deux enjeux qui sont très forts dans nos vies politiques. Et je pense qu'il faut avoir autant le goût de la conquête du pouvoir que de l'exercice du pouvoir, qui demandent des qualités très différentes les unes des autres. Mais je pense qu'il y a un intérêt aussi important pour le politique à la conquête qu'à l'exercice du pouvoir, parce que c'est une aventure, la politique. Et donc, on y passe beaucoup de temps, mais on y vit aussi de très, très bons moments. Eh bien, Marc Hervé, merci beaucoup, hein. On manquera Merci. pas de suivre la suite de ces aventures. Je doute pas qu'on ait d'autres sujets de conversation à l'avenir. Merci encore Merci. et à bientôt.